téléspectateurs, que faut-il savoir avant d'acheter une Bentley Turbo R? Ou j'ai envie de dire, que faut-il savoir avant d'aller dîner chez la famille royale? Car c'est bien dont il s'agit, une voiture royale. Et comme toujours, c'est Alexandre Guiraud, notre ministre des voitures de collection, qui va nous présenter cette voiture royale, cette Bentley Turbo R longue. De quelle année, Alexandre? Tu vas bien? Bonjour Renaud, bonjour POA. C'est une Bentley Turbo R de 1996. Donc c'est les dernières productions en fait avant le passage à la Bentley Arnage qui a remplacé ce modèle. Voilà. D'accord. C'est une folie, non? Pas tant que ça. Ouais, c'est une douce folie, mais bon, par rapport à ce que ça représente quand c'est neuf, c'est tellement attractif, je dirais, pourquoi s'en priver, quoi. Voilà. Et puis là, on est vraiment dans du luxe. Hein. On va voir beaucoup de détails sur cette voiture, mais on utilise aujourd'hui beaucoup le mot luxe, premium, etc., à toutes les sauces. Oui, là, c'est une voiture, la plupart des choses sont assemblées à la main. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de pièces qui sont en métal, là où c'est en plastique dans d'autres voitures. Il y a juste quelque chose qui résume toute la voiture. Elle ne pèse pas 1,8 tonnes ou 2 tonnes ou 2 tonnes 3, elle pèse 2 tonnes 6. C'est une tonne de qualité. J'aime bien dire que sur le train avant, quand on va au contrôle technique, il y a 1,6 tonne sur la balance du train avant et il y a 1 tonne à l'arrière. Donc c'est-à-dire, c'est un petit peu comme si on avait une première voiture qui tractait une deuxième petite voiture, quoi, voilà. Et pourquoi c'est lourd? C'est pas parce que le moteur est absolument gros, certes il est gros, mais c'est parce que tout est costaud dans la voiture, tout est épais, tout est matelassé, tout est calfeutré, voilà. Donc ça commence par ça, mais quand on voit, bon, évidemment, comme toujours, les portières sont creuses, mais quand on les manipule, ça, on ne peut pas s'en rendre compte à l'image, mais il y a quand même un volume et un poids de la porte déjà qui en dit beaucoup sur le reste de la voiture. Et c'est pareil, évidemment, pour tous les équipements intérieurs. Moi, j'ai bonne mémoire, il y a 4 ans, je crois, on se promenait à Rétromobile. Tu m'avais quand même dit à l'époque, oh, moi je ne touche pas aux Rolls de ces années-là. On n'avait pas parlé de Bentley, mais sous-entendu, c'est quand même compliqué, enfin, c'est cher. Et tu as changé d'avis? Ouais. Non, mon avis, c'est il faut se lancer là-dedans que si on a déjà eu un peu d'expérience d'autres voitures déjà, on va dire, classiques. C'est pas forcément la voiture par laquelle on va débuter en collection parce que en fait souvent on sous-estime la complexité de la voiture. Alors la complexité de la voiture, elle est liée à plusieurs paramètres. Elle est liée déjà à sa masse parce que la masse avec le temps crée beaucoup de problèmes, notamment en suspension, direction sur ces voitures. Après, elle est liée aussi au fait que c'est une voiture qui arrive des années 70, hein, puisque vous l'avez bien montré avec Philippe Nemeth et le comparatif avec la Shadow, mais effectivement, de conception, elle est quand même plutôt fin des années 60, début 70. Elle a certes beaucoup évolué avec le temps pour arriver dans les années 90 ici avec un moteur turbo, quasiment 400 chevaux, un couple de moteurs d'autocar. Cette voiture a le même couple qu'une BMW M5 de dernière génération quand même, hein, et on est une voiture de les années 90, donc tout prend quand même des forces très très importantes. Voilà. Donc il ne faut pas sous-estimer ça. Il y a aussi de l'hydraulique Citroën dans cette voiture, on en parlera. Donc il y a beaucoup de couches de choses un petit peu complexes. Voilà. Mettons les gens à l'aise tout de suite, c'est quoi le ticket d'entrée d'une auto comme ça? Alors celle-là est dans un état immaculé, mais... C'est ça la grande difficulté, c'est que quand on regarde les annonces sur ces voitures, on voit tout, c'est-à-dire qu'on va trouver des voitures même des fois à un peu moins de 15 000 €. Hein, c'est souvent là que ça commence. Et puis après, ça va aller jusqu'à 35 000 à 40 000 €. Et c'est difficile de se dire, mais finalement, quand on les voit en photo, elles sont toutes très belles. Qu'est-ce qui fait la différence? Alors, ce qui fait surtout la différence, en fait, c'est est-ce que la voiture roule régulièrement? Ça, c'est très important pour ces autos, surtout avec la masse. Et puis, est-ce qu'elle est entretenue? Et est-ce qu'on a fait les choses importantes à faire? On va en parler au niveau des pièces qui fatiguent et qui s'usent dans ces lourdes voitures. Voilà. Donc le ticket moyen, je dirais, aujourd'hui, il faut se dire que c'est quand même plutôt à partir de 20 000 à 25 000 € et des autos assez exceptionnelles comme celle-là. Par exemple, voilà, qui est longue en plus. Qui est en plus une version longue et une des dernières produites. C'est des autos qui sont plus proches des 40 000 € aujourd'hui. Pas plus, parce que là, franchement, tu m'aurais dit que ça en valait 100 000, moi je t'aurais dit d'accord. Non, mais voilà, oui, 9, ça en valait largement plus, voilà. Mais c'est vrai que je pense qu'on en a...
on en a quand même beaucoup. Pour son argent. Pour son argent, le rapport qualité-prix, là, vraiment, est assez exceptionnel. Et en plus, le voyage, on va dire, avec cette voiture est quelque chose qui est hors norme, quoi. C'est vraiment une voiture pour voyager. Tu parles souvent, quand tu vois une voiture que tu dois expertiser ou pour acheter pour un client, tu regardes d'abord la carrosserie. Est-ce que là, il n'y a pas une exception où on peut commencer par l'intérieur? Allez, on va commencer c'est par Versailles, l'intérieur. quoi. Tu es d'accord avec moi? Ouais, je te laisse monter devant, je vais me mettre derrière. L'intérieur est effectivement... Franchement, le spectacle, il est là, quoi. Si tu peux rallumer les lumières, même des phares, parce que quand tout est éclairé... Le spectacle est absolument partout, parce qu'effectivement, on a toute une série de boiseries qui sont absolument authentiques et puis qui sont polies. Donc, il faut qu'elles soient belles. Ouais. C'est assez fréquent d'avoir des craquelures de vernis ou des parties de vernis qui peuvent avoir sauté, surtout si la voiture est restée longtemps stockée sans renouveler l'air ou dans des pays chauds. Bon, donc enlever les boiseries, les faire reprendre, ça coûte assez cher. Et il faut voir aussi que, vous voyez que les panneaux sont faits dans la continuité, c'est-à-dire que là, c'est la même pièce de bois qui a été découpée en plusieurs parties avec les veines qui continuent. C'est-à-dire que si vous vouliez remplacer que le petit panneau plus le raccord, qui est ici, vous n'aurez pas le raccord parfait avec les côtés. Donc on ne peut pas vraiment remplacer les boiseries sur ces voitures, on doit les refaire en les conservant. Justement sur les boiseries, moi ça m'a toujours paru extrêmement difficile de trouver un spécialiste. J'imagine un vieux monsieur dans une fonte cave qui coupe son bois lui-même. On en trouve justement des gens capables de réparer ça ou de changer ça, ou il faut aller chez Bentley? Non, il y a des ébénistes automobiles qui sont spécialisés, alors qui vont intervenir souvent effectivement sur des Rolls, des Bentley, même beaucoup plus anciennes que celles-là, et qui vont savoir faire ça bien. Voilà. Mais après, bon, c'est des budgets importants. Dès qu'on va travailler même sur un petit panneau de bois comme ça, la personne, pour le remettre à nu, pour le poncer, pour faire plusieurs couches de vernis, pour polir tout ça très fin pour que ça soit miroir, va y passer des heures et des heures. Donc à la fin, on a vite fait de dépenser 300-400 € juste pour faire un panneau, quoi. Donc c'est des budgets conséquents. Donc premier conseil, prenez déjà une voiture qui soit bien à l'intérieur. Tout ce que vous pouvez accepter, c'est qu'au niveau des cuirs, les cuirs, s'ils n'ont pas été bien entretenus, vont devenir un peu secs. Les couleurs vont un peu sauter, mais ça se refait très bien. C'est-à-dire que ça a été refait sur cette voiture, notamment sur le siège conducteur et l'accoudoir, parce que ça frotte beaucoup. Donc on perd la teinte, et ça, on refait faire par un professionnel de la teinte qui est... Ça se reteinte, ça se reteinte, pas le cuir, mais c'est fait sur mesure. C'est-à-dire que c'est vraiment la teinte, elle est faite en travaillant sur la voiture directement avec des pigments pour obtenir la bonne teinte. On met ensuite un produit qui va fixer définitivement la teinte, et ensuite on hydrate le cuir, et c'est reparti pour 15 ans. Là, le ciel de toit aussi, il est magnifique. Alors là, les ciels de toit en cuir sont superbes, effectivement, sur ces voitures. Donc les cuirs se retravaillent bien. C'est les boiseries qui peuvent être vraiment le problème sur les intérieurs. Les moquettes, c'est du très costaud, c'est vraiment de la laine. Donc il ne faut pas qu'elles aient été mangées par des souris ou par des bébêtes, parce que s'il manque trop de fibres de laine, ça va être compliqué. S'il manque un peu de fibres, on peut piquer de la laine ailleurs et recoller des petits bouts. Mais s'il y a des morceaux entiers qui ont été grignotés, ça peut être embêtant. Montre les contreportes. Il y a une vidéo sur Facebook que tu as faite, mais tout le monde ne l'a pas vue. Tu montrais les vis. Rien que cette contreporte, raconte tout ce qui se passe. J'ai eu l'occasion de les démonter les 4 juste pour changer ces haut-parleurs, parce que au bout de 25 ans, les membranes sont cuites et donc les basses sont mauvaises. Mais quand on démonte la contreporte, c'est génial, parce qu'en fait, tout ça, c'est du métal, quoi. C'est vraiment des pièces métalliques, et quand on les démonte, à un moment je les ai dans une petite boîte, c'est vraiment des pièces lourdes en métal qui se démontent très bien. Toutes les vis sont cachées derrière des platines qui sont juste enfoncées. Donc là, c'est des caches en métal, mais derrière, il y a la visserie. Et quand on enlève les vis, il y a encore des petites vis qui sont cachées là, derrière la moquette, là, mais il y en a une ici, là, on la devine à peine. Et on enlève le panneau de porte très bien, et on a accès notamment aux haut-parleurs, puisqu'il y avait un très bon système hi-fi sur ces voitures avec des graves, des aigus. Ce soin-là que tu montrais, il est partout pareil? C'est ce niveau de qualité sur tout? Moi, j'ai eu l'occasion sur cette
voiture de démonter aussi on va en parler parce que c'est un vrai problème, les sièges électriques. Il y avait des boîtiers électriques, enfin des commandes, un gros boîtier comme ça, rectangulaire, sous chaque siège, avec une mémoire. Et donc, pour que les utilisateurs ne perdent jamais leur réglage, Bentley avait pensé à tout. Donc, dans le boîtier, il y a une pile au lithium. C'est-à-dire que même si la voiture a plus de batterie, votre siège ne perd pas vos réglages. Bon, ça, c'est de la prévenance. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'au bout de 20 ans, la pile au lithium coule et le lithium commence à bouffer les circuits de la carte imprimée. Et puis, votre siège fait n'importe quoi. Il avance, mais il ne recule plus. Moi, il ne bouge plus sur la Rolls. Bon, voilà. Donc, il y a une société en Angleterre, j'ai déjà travaillé 2 fois avec eux sur ces autos-là. On démonte ce boîtier qui est sous le siège, qui n'est pas très difficile à atteindre. On enlève tous les faisceaux électriques, il y en a beaucoup. On envoie ça en Angleterre. Eux, ils refont les soudures, la carte électronique avec la pile neuve et vous renvoient ça, etc. Mais bon, c'est pareil. À chaque fois, c'est 350 € la réparation du boîtier. Donc, il y en a 2. Donc, absolument, la plupart des voitures, ça ne marche plus, sauf si la pile a été changée. Mais personne ne le fait. Personne ne le fait parce que ce n'est pas fait pour. C'est-à-dire que ce n'est pas une pile comme dans un radio-réveil qu'on change. Il faut démonter le boîtier. La pile, elle est soudée avec 2 pattes métalliques. Donc, pas facile à faire soi-même. Enfin, si on est un peu électronicien, oui, mais voilà. Alors, il y a des choses aussi, on se fait avoir parce que souvent, on veut ouvrir là et il ne se passe rien. Parce qu'en fait, ça, c'est pour déverrouiller le frein à main est là. Il se met comme ça, le frein à main, qui est un frein à pied, et il se déverrouille comme ça. Mais la tirette est ici, à droite, pour ouvrir le capot. Il faut le savoir, ça. Si vous allez au contrôle technique, souvent, le contrôleur, il cherche, il vaut mieux rester avec lui. Alors, une Bentley le moteur aussi, il a été détaillé. Il a été nettoyé, il est propre. Beau, ça. Donc, on l'achète aussi pour ça, c'est-à-dire qu'on a toujours notre gros V8 de 6 litres 7 comme sur les Rolls. Voilà. Mais là, l'admission d'air, elle se fait par un gros turbo qui booste littéralement les performances de la voiture. Puisqu'en fait, donc ce moteur-là, dont les performances à l'époque n'étaient pas divulguées sur les Rolls, mais il les donnait sur les Bentley. Et donc, ce moteur-là fait pas loin, alors je crois que c'était 370 chevaux, quelque chose comme ça, mais surtout, il a un couple de plus de 65 Nm. Ce qui est en gros le couple pratiquement d'un moteur d'autocar, quoi. Donc autant dire que la voiture, même à 1200 tours, a une allonge qu'on n'a pas sur aucune autre voiture. Ça c'est vraiment impressionnant. On a exactement les mêmes détails que sur les moteurs des Rolls, le très beau bouchon de remplissage d'huile en métal. Alors ici, les culasses et le moteur sont un peu cachés parce qu'il y a un gros cache en plastique avec tout le système d'injection de carburant. Alors contrairement aux Rolls et aux premières Bentley Turbo Air, sur les dernières, ce qu'on appelle les générations 94, 95, 96, c'est une injection Zytec, c'est plus du tout du Bosch en fait, c'est une injection qui a été faite avec une cartographie sur mesure, ça vient de la compétition automobile en fait, pour optimiser vraiment le rendement du moteur qui est vraiment un très très beau rendement. Alors quand on regarde ça, évidemment, on a toujours un petit peu peur parce qu'on ne voit pas grand-chose. Et en fait, il n'y a pas grand-chose à traquer là-dessus. Les moteurs en soi sont quasiment indestructibles et sont très solides parce que tout est surdimensionné. Et puis, ce n'est pas des voitures qui ont des kilométrages astronomiques. Alors, il y en a quand même qui roulent. Il y en a plein qui ont 150, 180 000 km. Il y en a quand même qui ont roulé. Mais je veux dire, faut pas en avoir peur. D'ailleurs, c'est plutôt un bon signe qu'elles aient été loin. Ce qui est là important, comme sur tout moteur performant, c'est qu'on l'ait entretenu en temps et en heure avec une super huile, comme tout moteur turbo, donc avoir des preuves un petit peu d'entretien régulier. Notre gros turbo, il est là, voilà. De grosses admissions d'air, un gros turbo, voilà.
qu'on ait évidemment un système de refroidissement. On voit que le radiateur est dimensionné aussi par rapport à la taille du moteur, hein, ça fait le double, on va dire, d'un radiateur normal, donc qu'il n'y ait pas de fuite de liquide de refroidissement, que toutes nos durites c'est ce que j'allais soient dire. bien souples, hein, qu'elles ne soient pas toutes Tu m'avais dit sur les dures. Jaguar V12, le drame, c'est les voitures qui ne tournaient pas, toutes les durites qui Ça séchaient. Est-ce que sèche, c'est voilà. le même problème là? Oui, Est-ce qu'il y en a tout autant si elles n'ont pas fonctionné effectivement pendant longtemps ou qu'elles n'ont pas été changées depuis la fabrication de la voiture, c'est sûr qu'il va falloir s'y intéresser. Alors il n'y a rien de difficile. Pratiquement tout est disponible en pièces. Vaut mieux aller directement en Angleterre chez Flying Spares, qui a absolument tout sur les Rolls et les Bentley et qui vous livre en 24 heures. C'est une bonne nouvelle, c'est ça. remarquable. Une bonne nouvelle, c'est remarquable. Flying Spares. Flying Spares, je leur ferai de la pub parce qu'ils sont vraiment les seuls à être efficaces dans le domaine de la pièce de Rolls et de Bentley. Après, les choses ne sont pas forcément hors de prix, contrairement à ce qu'on imagine. Ça dépend des pièces, mais je dirais que tout ce qui est les choses d'entretien courant, que ce soit des durites, je peux parler du système de freinage parce qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut montrer, c'est que sur cette voiture donc, qui est très lourde, à l'avant il y a 2 étriers de frein. Alors, on va mettre un peu de lumière avec ma lampe là. Hop. Donc voilà, on a un étrier qui est à l'avant ici, oui. Et on a le même à l'arrière. Voilà, parce qu'il faut l'arrêter quand même. Et alors, il faut l'arrêter, mais c'est surtout, je pense qu'à l'époque, bon, comme les roues n'étaient pas très grandes en diamètre et puis qu'ils n'étaient pas très en développement, ils n'avaient pas beaucoup de budget hein, dans leur bureau d'études, ils n'ont pas développé un système de freinage avec des énormes étriers, donc tout simplement, ils en ont mis 2. Bon. Mais sur cette auto, par exemple, qui est revenue pour faire de l'entretien et une grosse révision, on a refait tout le système de freinage, donc les étriers sont neufs, les disques avant sont neufs, les flexibles de frein sont neufs, etc. Mais j'étais assez positivement surpris parce que, par exemple, le prix d'une paire d'étriers comme ça, reconditionnés à neuf en échange standard, c'est-à-dire qu'on renvoie les anciens, ils vous les reprennent, on s'en tire autour de 400 €, quoi, ce qui est pas, je veux dire, on n'est pas dans un domaine très différent de voitures de haut de gamme, voilà. Donc, et on a les pièces et on les a rapidement. L'autre gros problème de ces voitures, comme je disais, c'est le poids. Et donc le poids, qu'est-ce qu'il fait? Déjà, il va commencer par vous déformer les pneus très vite. Et très vite, ça veut dire que, par exemple, le retour d'expérience sur cette voiture, des pneus neufs, au bout de 3 ans, sont déjà écrasés. Et deviennent bruyants en fait, notamment sur autoroute. Alors ce qu'il faut absolument faire, c'est les surgonfler dès qu'on n'utilise pas la voiture 15 jours. C'est-à-dire qu'il faut les mettre au maximum de ce qu'ils peuvent accepter. Alors il faut regarder, c'est écrit sur le côté. Bon, je crois que ceux-là, je les ai mis à 3/8. Donc déjà pour qu'ils soient très très bien tendus. Et idéalement, garer la voiture sur des cales. Il existe des cales, il y en a là-bas, qui sont... on peut les montrer même si on veut, mais... Je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça fait d'avoir... Ah oui, ça sert à quoi d'avoir ces cales? Ça allège un peu le... On va garer la voiture avec des cales comme ça. Ouais. Ce qui fait que le pneu n'est pas sur une surface plate, mais il est sur une face légèrement circulaire. Ouais. Donc, ça va éviter en fait l'aplatissement du pneu dans la zone où il repose sur le sol. Et la cale elle-même est faite dans un matériau composite légèrement plus tendre. Voilà. Donc ça, c'est pour préserver les pneus. Vachement bon à savoir ça. Alors la chose à demander impérativement quand on achète ces voitures, c'est est-ce qu'on a déjà refait des éléments de suspension? Je vais le dire simplement, il n'est pas possible qu'une voiture en suspension d'origine marche encore bien aujourd'hui. D'accord. Voilà, notez bien ça. Ça veut dire que... il faut pouvoir prouver que ça a été refait. Voilà, des cylindres blocs de train avant, des biellettes de direction et même les ressorts de suspension sont à changer au bout de 20 ans. Même si la voiture n'a pas beaucoup de kilomètres. Parce que, n'oublions pas qu'elle a 1,6 tonne sur le train avant. Et qu'elle roule ou qu'elle roule pas, tout ça, ça s'écrase. Et la voiture devient pâteau dans le comportement. Une Turbo Air comme ça se conduit, je dirais, comme un vélo sur une route de campagne. C'est-à-dire, c'est précis, c'est net. C'est pas une voiture qui fait peur, c'est pas une voiture qui chaloupe.
sous réserve, bien sûr, qu'on ait tout un tas de composants, notamment dans son train avant, qui soient en bonne santé. Si ça n'a pas été déjà fait sur les voitures qu'on voit maintenant aujourd'hui en vente, préparez-vous à le faire. Mais là, c'est un gros ticket, ça. C'est un gros ticket parce qu'il y a beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup de démontage, beaucoup de pièces à changer, etc. Si on doit retravailler tout ce qui est, on va dire, liaison au sol au sens large, essieu avant, essieu arrière, on est vite à 10 000 €. Hein. Donc, c'est pas la peine d'acheter la voiture 15 000 en se disant juste derrière, ah oui, mais finalement, elle marche pas bien, j'ai pas confiance quand je roule avec. Ah oui, mais il faut tout changer dessus. Ouf, 10 000 € de plus, on s'y attend pas forcément. C'est la même chose sur la Silver Spirit, j'imagine. C'est la même chose sur tout. C'est pas spécifique à la version Bentley. Alors, qu'est-ce qu'elle a de Citroën, là, tu sais, en termes de oui, alors brevet? qu'est-ce qu'elle a de Citroën? Alors, attends, tu vas couper parce que je vais prendre un tournevis pour enlever le cache. D'accord. Parce que ça va prendre 2 minutes, parce que c'est là qu'il faut que je montre. Alors, donc, là, on a soulevé. Là, j'ai enlevé la petite plaque ouais. En plastique pour montrer des choses aussi intéressantes. C'est que, donc, je disais que c'est une voiture qui a un petit peu de Citroën, puisque Rolls avait acheté à Citroën le système de compensation hydraulique de la suspension. Et donc, ces voitures sur la suspension arrière, d'ailleurs, on le voit un petit peu quand elles sont à l'arrêt, elles redescendent, hein, puisqu'en fait, on a comme sur les Citroën des sphères hydrauliques qui vont gérer l'assiette de la voiture. Juste à l'arrière? Voilà, juste à l'arrière. D'accord. Juste à l'arrière. Donc, ce qui fait qu'en fait, quelle que soit la charge passager, coffre, etc., la voiture va être absolument stable et toujours à la même assiette. Il y a 72 cm ici. 72 si la voiture est à la bonne assiette. Donc, je prends mon centimètre, si c'est pas bon. Voilà. Et donc, quand elle démarre et qu'elle n'a pas roulé depuis 24 heures, elle est en bas et il faut le temps qu'elle remonte un petit peu. Et donc, vous avez un petit voyant tableau de bord comme sur les Citroën. Il faut attendre qu'il s'éteinde pour que la suspension soit complètement à niveau. D'accord. Et le système de freinage est aussi, comme chez Citroën, un système qui marche avec de l'huile minérale, là ce qu'on appelle LHM. Et donc ici, on a 2 petits bocaux de remplissage. On voit d'ailleurs, on a un petit indicateur vert, une petite jauge verte sur chacun d'entre eux, puisqu'il y a donc le circuit qui va commander la suspension arrière et le circuit qui va commander le freinage. Voilà. Et donc on vous recommande effectivement de vérifier de temps en temps que vous êtes bien au plein sur les 2 réservoirs. Normalement, il n'y a pas de fuite sur ces circuits-là, c'est comme sur un circuit de freinage. Bien sûr, s'il y a une fuite importante, il faut aller s'intéresser où vient la fuite, puisque comme sur une Citroën, on va avoir des petites canalisations fines qui vont se balader dans toute la voiture avec cette huile haute à la pression. DS. Voilà. Que faut-il savoir avant d'acheter une DS? Voilà. Puis derrière, épisode où tu expliques toutes les canalisations. Alors, c'est plus simple qu'une DS parce que, par exemple, il n'y a pas la gestion de la boîte de vitesse, il n'y a pas la gestion de la direction assistée, ça ne gère que le freinage et que la suspension arrière, mais néanmoins ça ajoute un peu plus de complexité dans la voiture et donc au moment de l'achat. Après tu m'as dit c'est une vraie anglaise avec tous ces petits relais un peu douteux. Dès qu'on enlève la plaque on comprend pourquoi ils ont caché, mais c'est vrai que voilà, il y a des relais un petit peu partout, qui sont pas spécialement mis dans une jolie boîte comme sur les allemandes, etc. quoi. Ils sont montés sur leur petit support, ça va, ça fonctionne. Tant qu'il n'y a pas d'eau qui rentre là-dedans, ça marche très bien. Mais je dirais, quand on regarde le compartiment, en fait, on comprend que c'est une voiture ancienne sur laquelle le temps a rajouté plein d'équipements électriques et qu'on a été rajouter les choses là où on pouvait les mettre. Alors, ce n'est pas une voiture qui s'est faite en un jour, en fait. Ouais. Et là, on est sur une voiture de 96, mais si on se dit que la Silver Shadow est sortie en 66, donc il s'est passé 30 ans, et il y a eu 30 ans d'évolution sous le capot de cette voiture. Et là, on est un peu en bout de course de ce qu'on pouvait faire, on ne sait plus en rajouter, quoi. Voilà. Il peut y avoir une chose enquiquinante en accès, en fait, fait plus en accès sur ces voitures qu'il y a des choses enquiquinantes parce qu'il y a peu de place, on voit qu'il y a quand même peu de place pour travailler. Par exemple, sur cette voiture, il y avait eu, il y a quelques années, à changer
un simple tuyau d'essence, mais qui passe là au centre du V, en dessous de la rampe d'alimentation de carburant. Pour changer ce petit tuyau d'essence, qui n'est pas une pièce très chère, mais qui fuyait, il y a 8 ou 9 heures de main-d'œuvre en fait, de démontage au-dessus du moteur pour accéder à ce simple petit tuyau qui fuit et qui fait qu'à chaque fois qu'on démarre, on a une petite odeur d'essence qui n'est pas très agréable et puis qui, par le temps, peut causer d'autres problèmes. Donc c'est l'accessibilité de la voiture qui est casse-pied. Après, ce n'est pas des mécaniques normalement qu'on ouvre, hein. Elles ont des grandes longévités, donc normalement on n'a pas à ouvrir le moteur, on ne va pas refaire une culasse, on ne va pas intervenir sur le moteur. Voilà. Mais les périphériques comme toujours, sont pas évidents d'accès. Il y a surtout en version turbo, puisqu'il y a tout le turbo et l'échangeur qui prennent pas mal de place. Alors après, on n'a pas parlé de la carrosserie. J'allais te le dire. Je commence toujours par la carrosserie. Alors, par rapport à d'autres voitures où je vous dis toujours, il faut regarder dessous, il y a de la rouille, etc., c'est moins vrai là-dessus, parce qu'il faut se dire qu'en fait, c'est des voitures en général qui, pendant pas mal d'années, ont été chouchoutées. Parce que c'était des voitures de personnes très opulentes, donc c'était dans des garages. Voire avec chauffeur. C'était lavé, c'était soigné, c'était rangé. Donc en fait, c'est pas le genre de voiture qui dormait dehors, qui prenait l'humidité toute l'année, etc. Donc c'est rare en fait d'avoir des soucis. Bon, il faut quand même regarder dessous, hein. C'est une voiture comme une autre qui peut rouiller un peu partout. Mais je dirais que c'est pas forcément le sujet de vigilance numéro 1. C'est pareil, c'est pas une voiture en termes d'accident, de déformation, où bon, on va traquer la petite bête. Normalement, elles ont bien vécu. Ce qui va être en revanche primordial, alors c'est les choses qui sont très chères à remplacer. C'est-à-dire, c'est les calandres. Alors encore plus sur les Rolls, parce qu'une calandre de Rolls, c'est pratiquement 10 000 €, si ce n'est plus. Ah ouais. Ouais. La calandre de notre Spirit, là oui, c'est hors de prix, ça. Ouais. Ah ouais. Et je ne sais pas combien coûte une calandre de Bentley. Moins cher, forcément, c'est plus simple. Mais bon, les calandres, les insignes, les pare-chocs, évidemment, parce qu'on est déjà sur ces voitures dans des générations de pare-chocs, on va dire, modernes, en composite, avec des absorbeurs de choc derrière, etc. Si les finisseurs ici sont rayés, qu'il faut les changer... Ça a été refait, parce qu'ils sont immaculés aussi, non? Non, ils n'ont pas été refaits, ils ont simplement été lustrés et puis ils ont eu un produit noir en fait qui les nourrit derrière. Bon, il peut y avoir des choses qui coûtent cher aussi à remplacer. Il y a des choses qui sont très fragiles, ça c'est très fragile parce que c'est un bloc de Range Rover. Ouais, ça ressemble beaucoup. Hein, c'est pas la même pièce, mais il est assez exposé celui-là. Et quand on le démonte pour changer les ampoules, il y a une petite pièce qui pivote ici qui est assez fragile aussi. L'accès aux ampoules est vraiment une horreur parce que c'était vraiment fait, c'est pas le propriétaire qui changeait les ampoules, donc on s'en moquait, mais il y a assez peu de place pour passer les mains et attraper les ampoules derrière. Bon, c'est des ampoules comme sur toutes les voitures. Voilà. Après, ce qui est important, c'est vraiment, on a vu que les portes sont très lourdes. Donc là, la voiture, il faut se dire que sortie d'usine, elle était retouchée, réglée, parfaite. Ah oui. Donc si on a une voiture où on a les portes qui sont un peu comme ci, un peu comme ça, on se dit, bon, pourquoi? Ça veut dire que ça a déjà été démonté, mal remonté, etc. Donc là, vigilance, parce que est-ce que c'est du domaine du réglage ou est-ce que, je ne sais pas, pour une raison ou pour une autre, on aurait eu un petit choc latéral qui fait que du coup, le côté de caisse, il est plus tout à fait dans son plan normal. Donc inspectez bien, comme sur toutes les voitures, toutes les parties intérieures ici où sont fixées les portes. On voit que c'est fixé très très lourdement. S'il y a des traces de repeinture, de démontage dans ces zones-là et qu'en plus les portes n'ont pas une bonne géométrie, peut-être que la voiture n'est pas si bien que ça. Ça peut être un problème. La peinture, c'est encore... C'est vrai l'histoire des 30 couches ou que sais-je, mais... Bon, c'est vrai que c'était sorti d'usine encore des très très belles peintures, comme on en fait moins maintenant. Après, c'est des voitures souvent qui ont eu déjà des éléments repeints parce que c'est pareil, elles ont pu avoir des rayures, elles ont pu avoir des coups de porte, etc. Donc, faut bien regarder simplement, est-ce qu'on est bien homogène en teinte, qu'on n'ait pas un écart important entre, mettons, un côté d'aile qui aurait été repeint, un coffre. Surtout que comme c'est une voiture qui a des surfaces très très plates,
elle prend la lumière de façon très incidentielle. Donc vous voyez extrêmement vite, il y a beaucoup d'arêtes, il y a beaucoup d'angles. Donc si on la met en lumière du jour, on voit assez vite les changements de couleur s'il y a des couleurs qui ne sont pas bonnes dessus. Donc voilà, c'est fait pour être beau. Et oui, c'est fait pour être beau. Si vous la remettez en condition d'être très belle, elle peut vous revenir beaucoup plus cher que le prix d'achat de la voiture. Et le piège avec ces voitures-là, en fait, c'est que le plaisir de la voiture, il va venir du fait que tout est beau, tout est comme ça doit être au départ. Il peut y avoir un peu de patine, mais de la patine, ce n'est pas de la détérioration, il ne faut pas confondre. Et après, en utilisation, c'est pareil, ce que je disais, c'est qu'à la conduite, effectivement, il n'y a pas de vibration, c'est puissant, ça reste précis, ça freine bien. Donc, il faut que tout ça, ça s'enchaîne. Et si on n'a pas tous ces plaisirs-là, en fait, du coup, on n'utilisera pas la voiture comme elle peut être utilisée. Et cette voiture-là, elle a eu énormément de soins. Elle était déjà très très belle au départ, mais elle a eu encore beaucoup de soins qui ont été apportés, des petits détails. Bon, cet écusson qui a été fait en plus. Donc voilà. Le coffre est grand, mais c'est pas si grand que ça par rapport à la taille de la voiture. C'est toujours une surprise parce qu'il y a un gros réservoir d'essence, il y a la batterie qui est là-dessous. C'était livré avec un coupe-circuit, on a le même. Ah oui, ça c'est très bien. Il y a de série. Il y a un coupe-circuit. Alors attention au coffre en relevant la tête. Un très beau coupe-circuit ici. Il y a, ça c'est très bien fait aussi. Ici, l'accès cric. Et outillages qui sont rangés encore derrière. Voilà. Bon, donc il y a plein de jolis détails sur ces voitures, effectivement. Là, on peut remettre après par-dessus les petites sangles. Alors ça, c'est toujours des détails importants, mais les moquettes du coffre, je disais, c'était de la laine, de la belle laine. Oui, on veut dormir là-dedans. Voilà, bon, faut que ça soit beau, faut que ça soit en bon état, parce que le truc, c'est que si vous voulez faire refaire ce bout de moquette, ça va pas être une mince affaire de trouver la moquette qui a vraiment ses poils aussi épais, et puis la même teinte, pour être raccord avec le reste. Donc en fait, on va aller dans la complexité. Et alors, d'une voiture à l'autre, ils avaient une palette de teintes énorme. C'est-à-dire que ça, vous avez des voitures, ça va être bleu, ça va être vert, ça va être marron. C'est-à-dire, en fait, c'était vraiment pratiquement fait c'est une voiture de détail. C'est une voiture de détail. Ouais. C'est vraiment une voiture de détail. Waouh. Qu'est-ce qu'on n'a pas? Il faut qu'ils soient avec la voiture, mais c'est sympa de les avoir. Les repose-pieds, par exemple. Les tablettes, voilà. Installe-toi, mais les tablettes, les tablettes, effectivement, voilà, qui sont superbes. La dragonne, la dragonne qui est là aussi. Ça. Oui, toutes ces pièces-là, moi, ça me met dans des états. Voilà, la coudoir à lui seul, avec toute la passementerie, le compartiment, c'est magnifique. C'est sûr, c'est super. Il y a des allumes-cigares dans chaque cendrier à l'arrière. Alors quand on démonte les contreportes, il faut penser à les rebrancher, les allumes-cigares, pour qu'ils soient toujours opérationnels. Tu sais que dans la C6, il y a deux allumes-cigares. La conclusion, c'est si vous voulez sauter le pas, prenez-en une, on le dit toujours, mais suivi, payez-la plus cher. Ouais, prenez le temps d'en voir plusieurs aussi pour les comparer et notamment de les conduire. Parce que ce qui est difficile, en fait, c'est que c'est des voitures qu'on ne connaît pas du tout. Donc si on va en voir une, c'est assez impressionnant. C'est toujours très joli, même si elle est moyenne. C'est toujours très joli à voir. Donc on est un peu comme ça, on se dit c'est super, ça. Etc. C'est intimidant aussi comme voiture. Donc après, la deuxième chose, c'est de dire, bon, ok, et à conduire, ça donne quoi? Et si on commence à avoir des doutes un peu sur la confiance que donne la voiture, son comportement routier, son freinage, ou des vibrations dans la direction d'autre chose, il faut dire qu'il y a du travail derrière. C'est-à-dire qu'ok, elle est jolie et elle est affichée 17 000 €, mais en fait, combien est-ce que je vais devoir mettre pour faire une bonne auto? Et du coup, l'équation d'une auto peut-être beaucoup plus chère à 25 ou 30 000 €, mais nickel et remise à niveau et entretenue, va être plus intéressante que le temps aussi qu'on va passer, parce qu'il n'y a pas tant de gens qui vont mettre les mains dedans, ça c'est vrai. C'est ce que j'allais dire, on ne trouve pas n'importe. Il y a quelques spécialistes bouche à oreille en France qui prennent ce genre de voiture. Déjà, elles prennent de la place dans un atelier, donc c'est pénible. Voilà. Après, il y a l'idée qu'on va avoir du mal à trouver des pièces, même si ce n'est pas un vrai problème, mais les garages n'ont pas forcément le temps pour chercher les connaissances, pour aller les prendre à l'étranger, etc. Donc si on reste nous, l'alternateur qui a pété sur le circuit français, on l'a attendu 3 mois.
mois. Hein. Voilà, il peut y avoir de temps en temps des pièces en rupture. Donc, est-ce que vous allez attendre de revenir plusieurs fois, de faire des allers-retours, d'attendre des pièces? L'équation, elle est surtout là. Et puis, il y a ce qu'on ne fera jamais, c'est-à-dire d'une voiture qui n'est pas très belle, la remettre très belle. Pour quel budget, quoi? C'est pas des autos qu'on va passer en peinture complète si on a une carrosserie défraîchie, quoi. Et pour terminer, on peut imaginer qu'elles ne prendront pas une énorme valeur. C'est pas les séries. Enfin, même si on achète une à 40-50, très cher, elle va pas faire x2, x3. On l'achètera jamais en se disant qu'elle va prendre de la valeur parce que les berlines, le Rolls, tout ça. Même si on prend une des années 60, prenons une Silver Cloud qui est une voiture extraordinaire. Une Silver Cloud, c'est pas une voiture à 100 000 euros. Je veux dire, une Silver Cloud en très bon état, ça va être 50, 60 000 euros, donc je veux dire en très très bon état. Donc voilà, peut-être que dans 20 ans, effectivement, cette génération-là, ce sera des autos niveau 40, 50 000 euros en excellent état. Mais je veux dire, ça monte lentement mais sûrement, mais en même temps, il ne faut pas oublier aussi le volume de production de ces séries-là est plus important que leur maman et grand-mère. Donc en fait, on est aussi, sans être dans de la grande série, mais on est dans une plus grande disponibilité des voitures. Donc voilà. Bon, si vous voulez retrouver tous les épisodes, on a essayé souvent des Rolls sur POA. Vous verrez, je salue Pascal Ligère, je salue Jeff Bertrand. Vous pouvez aller sur le site poa.tv. Vous tapez Bentley, vous tapez Rolls, vous recevrez des épisodes. Et puis, bien sûr, on se retrouve avec Alexandre pour une autre rubrique de Que faut-il savoir avant d'acheter. Je te dis à très bientôt, Alexandre. À bientôt. Ciao. It sound right, boy.